le zapping de l'histoire de France. Les Gallo-Romains et les Francs. Nos ancêtres les Gaulois. Les Gaulois vivaient dans des clairières, au milieu des forêts. Ils cultivaient la terre, pêchaient, chassaient et aimaient les longs repas qu'ils prenaient accroupis sur des peaux de loup. Ils étaient très batailleurs et se faisaient continuellement la guerre de tribu à tribu. Les historiens depuis longtemps taillaient en pièces cette vision de nos ancêtres pour dévoiler une antiquité française tout autre, rurale et moderne, nuant d'étroits contacts commerciaux avec Rome. Ce monde, mal connu, commence à disparaître avec la guerre des Gaules par César. Un chef gaulois, Vercingétorix, se dresse contre l'envahisseur et, quoique vaincu, est grand dans la défaite, inaugurant une vieille tradition française. S'instaure alors une Pax Romana et la Gaule devient gallo-romaine, une province dont la prospérité attise la convoitise des peuples barbares qui déferlent à partir du 5e siècle. Gaulois, Romains, Visigoths, Alamans, Alains, Burgondes, c'est dire que la France, dans ses origines les plus lointaines, est un vaste brassage de population. Ici, Vercingétorix se rend à César. Et nos ancêtres les Francs. Un peuple barbare venu des rives de l'Escaut va réussir mieux que les autres. Les Francs, Saliens conduits par Clovis, lequel se taille en quelques années un vaste royaume, un regnum francorum qui deviendra un jour la France. Clovis put inaugurer une dynastie, mais la tradition franque veut que l'héritage politique soit divisé entre les fils. Il existe bien un royaume franc, mais on est loin de l'unité politique. Quand les fils se partagent la Neustrie, la Bourgondie, l'Austrasie, avec les Mérovingiens, descendants de Mérovée, ancêtres mythiques de Clovis, s'ouvre une période de perpétuelle querelle, d'intrigues meurtrières et fratricides, avec de rares épis, comme un seul, réunis sous son autorité les différents domaines de ce royaume franc, souvent désuni, mais cimenté toutefois par une même culture et une foi chrétienne qui se répand toujours plus. Carolus Magnum. À la cour des rois mérovingiens, les luttes intestines et les règlements de comptes sanglants affaiblissent toujours plus le pouvoir qui glisse lentement entre les mains des seuls capables à le tenir fermement. Les maires du palais, véritables chefs de l'administration. L'un d'eux, Pépin le Bref, saisit la bonne occasion pour chasser du trône le dernier des rois fainéants et se faire sacrer roi avec l'onction du pape. Mais c'est à son fils Charles qu'il reviendra de restaurer l'Empire d'Occident disparu. En 800, Charles reçoit la couronne impériale et administre depuis Aix-la-Chapelle, avec le concours de l'Église, un royaume franc, aux dimensions et à la puissance inégalée. À sa mort en 814, la couronne passe à son fils, Louis le Pieux, qui a bien du mal avec ses fils frondeurs, lesquels s'impatientent de toucher leur part d'héritage. En 843, c'est à nouveau l'inévitable partage. Donc ici, ce que nous voyons, c'est le couronnement de Charlemagne par le pape Léon III à Rome.
naissance de la France. Les trois fils de Louis le Pieux, Charles le Chauve et celui qui hérite de la partie occidentale de l'Empire disparu, la Francia Occidentalis, où il doit composer avec des barons parfois plus puissants que lui, déterminés à ne rien céder des prérogatives qu'ils se sont octroyées. Ses successeurs reprouveront les mêmes difficultés à maintenir un ordre féodal qui se met en place, d'autant plus qu'il leur faut affronter les invasions vikings qui rappellent les grandes invasions passées. Le domaine royal des Francs sera malgré tout conservé et n'est rien de moins que le royaume de France en gestation. La dynastie des Carolingiens disparaît en 987 quand un grand baron, Hugues Capet, s'empare de la couronne. Mais à son tour, il devra se battre pour imposer son autorité à des vassaux autrement plus puissants que lui, en Normandie, en Bourgogne ou en Aquitaine. Ici, nous voyons Hugues Capet se faire remettre par l'évêque Asselin les clés de Laon. Les 10 grands événements de la guerre des Gaules. L'invasion de la Gaule. En 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes entament une vaste migration vers l'ouest à travers le territoire des Édouins. Ceux-ci, alliés de Rome depuis longtemps, font appel à Jules César, gouverneur de l'Italie du Nord et de la Narbonnaise. Pour ce dernier, c'est le prétexte idéal pour intervenir militairement en Gaule. Le général romain espère ainsi se couvrir de gloire auprès du Sénat et prendre l'avantage sur son grand rival Pompée. L'occasion est également trop belle pour des nouvelles conquêtes et donc de nouveaux butins. Ici, une pièce de monnaie à l'effigie de Jules César. Les Helvètes écrasés. C'est à Bibracte, en 58 avant Jésus-Christ, que se déroule la première grande bataille de la guerre des Gaules. Pour César, il s'agit d'en finir avec les Helvètes qu'il pourchasse depuis plusieurs mois. À Bibracte, dans l'actuelle Bourgogne, plusieurs dizaines de milliers d'Helvètes tentent de repousser les assauts des légions romaines, mais ils doivent se résoudre à la capitulation. L'intervention militaire romaine en Gaule suscite la colère de nombreux peuples qui se soulèvent. C'est en partie le calcul fait par César qui espère ainsi s'emparer facilement de l'ensemble de la Gaule. Ici, une pièce de monnaie représentant un guerrier gaulois. De la Belgique à la Bretagne. En Gaule, Belgique, les peuples des Morins, Bellovaques, Atrébates ou encore des Nerviens sont, d'après César, les plus valeureux guerriers gaulois. Non sans mal, les Romains en viennent à bout, mais il faut également à César, en 56 avant Jésus-Christ, mater la révolte des Vénètes en Bretagne. À l'issue d'une grande bataille navale dans le golfe du Morbihan, la Bretagne est à son tour soumise. César, maître de la façade atlantique. En Aquitaine, les peuples gaulois ne peuvent opposer qu'une faible résistance devant la puissance de Rome. En moins d'un an, les cohortes du lieutenant de César, Publius Crassus, quoique inférieurs en nombre, s'emparent du territoire des Namnètes, de Picton et des Santons. César est désormais maître d'une grande partie de la Gaule. La révolte d'Ambiorix. Les peuples des Épurons, en Gaule Belgique, n'a pas renoncé à combattre les Romains en 54 avant Jésus-Christ, conduits par le chef Ambiorix. Les Épurons anéantissent une légion entière, puis prennent la fuite sans que César ne parvienne à les rattraper. En représailles, toute la région est ravagée et les peuples belges, morins, nerviens sont soumis avec brutalité.
Arven convainc son peuple de se rebeller contre Rome. Avant lui, les Carnutes avaient montré la voie et bientôt c'est toute la Gaule qui se rassemble derrière Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ. À la tête d'une puissante armée, Vercingétorix s'empare facilement de l'oppidum, place forte de Gergovie. Il se dirige ensuite vers Cénabum, Orléans qui est mise à sac. La Gaule à feu et à sang, la cité d'Avaricum, Bourges, va payer très cher la volonté de résistance gauloise. Vercingétorix a mis en œuvre une politique de la terre brûlée, détruisant les récoltes et les villages afin d'empêcher les Romains de se ravitailler. Pour briser la résistance gauloise, César marche vers l'oppidum d'Avaricum et met le siège devant la cité. Malgré une farouche résistance, la ville est prise et saccagée. César fait mettre à mort des milliers d'habitants. L'espoir d'une nation retranchée à Gergovie, non loin de Clermont-Ferrand, Vercingétorix repousse tous les assauts romains. Il fait mieux encore en ordonnant une sortie audacieuse de la cavalerie gauloise qui taille en pièces et disperse les légions de César. La victoire de Gergovie a un immense retentissement dans toute la Gaule qui est désormais unifiée et croit qu'elle peut vaincre définitivement. Enhardi par sa victoire, Vercingétorix décide imprudemment de poursuivre les troupes de César, mais il est battu et doit se replier pour s'enfermer dans l'oppidum d'Alésia. Alésia ou la Gaule vaincue. Alésia est une cité puissamment fortifiée, mais c'est aussi un piège. César sait qu'une armée gauloise de secours est en train de se constituer. Il met alors en place un siège rigoureux et fait bâtir une double palissade qui empêche toute sortie de la ville et toute intervention des renforts gaulois. Quand l'armée de secours arrive enfin, elle est repoussée et, dans Alésia affaiblie par un long siège, Vercingétorix n'a d'autre choix que de se rendre à César. La résistance gauloise est anéantie. La dernière bataille. En 51 avant Jésus-Christ, à Uxellodunum, sur le territoire des Carducs, actuelle Quercy, des Gaulois refusent de se soumettre alors que l'ensemble de la Gaule est conquise. La citadelle est aussitôt assiégée et doit finalement accepter sa reddition. Pour empêcher tout nouveau soulèvement, en frappant les esprits, César ordonne que l'on tranche les mains des résistants